Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Les biais cognitifs, comment notre cerveau influence nos décisions professionnelles. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être accompagné par Blandine, Sophie et Marie qui vont pouvoir interagir avec nous sur ce sujet. Donc, est-ce que tu peux avancer s'il te plaît, Marie? Voilà. Nous voici accompagnés pour parler des biais cognitifs et on va tous se présenter 2 minutes de manière très rapide pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Marie, est-ce que tu viens te présenter, s'il te plaît? Bonjour Marie Briand, je serai votre régisseuse sur ce webinaire. N'hésitez pas à interagir via le chat et si vous avez des questions à les poser via le chat, nous y répondrons au cours de la présentation. Blandine. Bonjour à tous, donc Blandine Guichard-Miner, je suis consultante RH, coach, fondatrice donc de Déclic ta vie, pardon. Et je travaille avec Patrick sur de la VAE, du bilan de compétences, l'orientation scolaire, et nous avons cofondé Déclic Spirit ensemble sur les transitions seniors. Merci à toi. Sophie, qui nous a rejoint aujourd'hui en guest star pour les biais cognitifs. Oui, bonjour. Écoutez, moi, donc Sophie Gajan, j'ai aujourd'hui fondé le site qui s'appelle Les Biais dans le plat il y a un peu plus de 2 ans. Ma vie professionnelle, en fait, elle se répartit en 2 temps. Une vie un peu classique sur des sujets informatiques, donc qui n'ont absolument rien à voir. Et puis, une vie sur les contenus sur les biais cognitifs qui me sont venus suite à une formation managériale il y a 2 ans chez Renault, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 4 ans, sur le leadership au féminin et où j'ai compris que finalement, j'étais moi-même victime de mes propres biais et ça m'a poussée à me pencher sur ce sujet et à apprendre et à produire du contenu pour les femmes et les managers qui seraient intéressés de mieux comprendre en quoi les biais cognitifs peuvent les impacter dans leur vie professionnelle. Merci. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui pour pouvoir éclairer sur ce sujet-là. Alors, quant à moi, je suis dirigeant de Ludispirit et Ludispirit fait partie d'un groupement Business Créa, Déclic Spirit, Ludispirit, Vaste RH et Carrière RH et on travaille donc sur essentiellement de l'accompagnement humain. Donc aujourd'hui, on est quand même sur le bon biais avec les biais cognitifs pour le coup, la logique de l'accompagnement avec des logiques de VAE, de bilan de compétences, de replacement et autres. Alors on a une certaine méthodologie qui est tournée vers le ludique et la mise en pratique avec du débrief, de la sensibilisation, de l'approfondissement. On aime transférer les pratiques aussi et accompagner le maximum. C'est notre façon de fonctionner aujourd'hui. Est-ce que tu peux avancer? Donc voilà, donc on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. Les biais cognitifs, finalement, on pense tous prendre des décisions rationnelles. Je crois que tout le monde est à peu près certain de ça. Pourtant, il y a une grande partie de nos jugements, de nos choix qui sont influencés par des mécanismes souvent invisibles, dont tu l'as dit tout à l'heure, Sophie. Voilà, j'ai pris conscience d'eux. Eh bien oui, c'est des mécanismes invisibles qu'on appelle les biais cognitifs. Et c'est des raccourcis mentaux, c'est des raccourcis naturels que fait notre cerveau par rapport à des habitudes, par rapport à des fonctionnements, par rapport à des attendus aussi de l'extérieur. Et tout ça, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va avancer avec ces choses-là. Et notre cerveau, finalement, il décide dans des situations complexes de manière intuitive et instinctive. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y prend? Donc aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur certains sujets. Donc, que sont réellement les biais cognitifs? On va essayer vraiment de définir ça de manière plus approfondie. Pourquoi sont-ils présents dans l'environnement professionnel? Mais pas que. D'ailleurs, on est présent tout le temps. Comment ça influence nos décisions et nos interactions et comment développer davantage de recul pour décider plus justement, c'est-à-dire prendre conscience finalement de ces biais cognitifs pour qu'on soit sur des décisions un peu plus éclairées, pas seulement intuitives, instinctives. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Sophie. Alors, nos décisions sont-elles vraiment rationnelles? Est-ce que vraiment on parle de ça? Est-ce qu'on est tout le temps dans le rationnel? Sophie, est-ce que tu veux bien nous éclairer et finalement nous définir ce que sont les biais cognitifs? Un des points très importants, c'est de comprendre comment notre cerveau est sollicité et comment notre cerveau a été
a appris au fil des siècles d'évolution. Concrètement, aujourd'hui, le cerveau, il doit prendre quelque chose comme 35 000 décisions par jour et bien évidemment, on peut imaginer que sur ce volume de décisions, il est obligé de prendre des raccourcis pour aller plus vite et pour aller à l'essentiel, sachant que la mission première de notre cerveau, c'est la survie et que le cerveau lui-même sait combien il consomme d'énergie dans le corps. Donc, l'un des enjeux, de notre cerveau, c'est d'économiser notre énergie et donc de faire des raccourcis sur tout. Parce que quand on parle de 35 000 décisions, on parle de ce qu'on mange, on parle de lever la main pour manger, pour boire, on parle aussi, bien évidemment, de prendre des décisions dans l'environnement professionnel. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que d'abord, la mission de notre cerveau, c'est notre survie. Donc, c'est notre meilleur ami pour cette survie. Et une fois qu'on a dit ça, on imagine bien que pour aller plus vite, il va faire des raccourcis et il va faire des raccourcis tout le temps. Donc, il va faire des raccourcis sans importance, effectivement, et des raccourcis essentiels. Et donc, c'est là où il faut trouver le moyen de comprendre qu'on est passé en mode pilotage automatique et qu'il faut ralentir pour prendre la bonne décision. Dans l'entreprise, on le voit bien, toutes nos décisions sont soumises à la même logique d'aller au plus vite et de parer au plus pressé. Donc, quels sont les éléments et quels sont les moments où on doit apprendre à ralentir et à réfléchir autrement? Alors, on essaie d'identifier ces moments, mais pour autant, on parle de quoi exactement dans ces raccourcis, dans l'utilisation, dans le traitement rapide de l'information? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, notre cerveau, il a besoin encore une fois, d'économiser son énergie. Donc, il doit pouvoir prendre une décision rapidement. Il doit aussi pouvoir gérer ce qui pourrait lui consommer de l'énergie, à savoir le stress. Donc, il va faire à la fois des raccourcis pour aller plus vite, pour simplifier, pour créer de la vision quand il n'y en a pas. Et Dieu sait qu'on est nombreux à aimer avoir à comprendre la vision qu'il peut y avoir autour de nous et en particulier dans le monde de l'entreprise. Donc il aime bien se raconter une histoire, notre cerveau, sur ce que les gens peuvent penser. S'ils disent quelque chose, c'est qu'ils pensent quelque chose. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est tous fabriqués du même bois et qu'on est tous fabriqués pour se protéger soi-même et on est tous autocentrés. Ça n'a rien de personnel, on est fabriqués comme ça. Et donc, encore une fois, notre cerveau, lui, il aime bien se raconter une histoire, essayer de trouver une raison là où il n'y en a pas, essayer de trouver une influence là où il n'y en a pas. Donc, c'est à ce moment, quand on se met à cogiter, quand on se met à essayer d'inventer ce que l'autre peut penser, pour moi, comprendre les biais cognitifs, comprendre les miens et donc comprendre ceux des autres, ça a été un véritable levier pour arrêter de cogiter finalement. Parce que faut pas chercher une réponse, et aussi empêcher son cerveau de chercher une réponse là où il y en a pas. Mais encore une fois, effectivement, traiter l'urgence, se donner de la vision, et encore une fois, parer au plus pressé. C'est la façon dont les biais cognitifs vont intervenir dans chacune de nos décisions. Alors, de manière quotidienne, c'est comme ça. Alors, quand on parle de prise de décision au travail, on parle aussi de prise de décision dans l'urgence, encore plus d'ailleurs, et dans des situations complexes, tu le citais tout à l'heure. Donc, finalement, en quoi c'est particulièrement présent au travail, puisque tu fais vraiment une distinction, tu disais au travail, voilà, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a une différence entre le quotidien et le travail? Pourquoi c'est si puissant en entreprise? Alors, c'est si puissant en entreprise parce que j'en ai pas parlé encore effectivement pour le moment. Il y a une dimension d'émotion et de stress qui est très forte. Encore une fois, notre cerveau, à la fois n'aime pas le stress, mais pour créer de la vision, finalement, il crée son propre stress. Donc, en entreprise, on est sur quelque chose qui va être décuplé par la volonté d'interpréter ou de surinterpréter des signes qui ne sont pas réellement présents, le besoin urgent de se positionner. Parce que encore une fois, notre cerveau, il a aussi cet instinct-là. Il a aussi cet instinct de nous pousser à nous positionner dans un écosystème social et de nous protéger de cet écosystème social. Donc, effectivement, l'entreprise, c'est une zone qui va rassembler un peu toutes
toutes les catégories qui poussent le cerveau à essayer d'être encore plus rapide et d'être encore plus radical dans ses interprétations. Et encore une fois, c'est aussi comme chacun a des biais et que chacun a les mêmes biais, il y a les biais de l'autre qui sont hyper puissants. On va parler d'un biais d'autorité en entreprise. Le biais d'autorité, il est aussi clairement amené par la personne qui a l'autorité que par les gens qui vont subir cette autorité, d'une certaine façon. D'accord. Et alors, qu'on parle Pardonnez-moi. d'interaction, hein, tu parlais d'interaction, tu parlais de tout ça. Il y a le biais d'autorité, il y a les biais de genre, mais il y a aussi et surtout en fait des biais de similarité et de confirmation. En fait, on va vraiment chercher des enjeux là-dessus. On dit souvent qu'on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment cet enjeu-là? Exactement, parce que avant de partir biais, tu vas parler de neurosciences et effectivement la façon dont notre cerveau s'est construit au fil des années. Notre cerveau, pour se rassurer, il n'est pas inclusif. Pour se rassurer, il a besoin d'un écosystème où il s'entoure de gens qui lui ressemblent. Et c'est aussi une des grosses difficultés quand on va parler d'inclusion ou quand on va parler de diversité en entreprise, c'est qu'effectivement, naturellement, on est attiré par des gens qui nous ressemblent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui nous ressemblent, qui nous rassurent. Donc c'est là où effectivement tu vas donner encore plus de puissance à ces biais-là qu'on voit à l'écran, à savoir le biais de similarité ou le biais de confirmation. Le biais de similarité, c'est effectivement se rapprocher des gens qui nous ressemblent dans les RH, dans les recrutements et même maintenant dans les agents IA qui vont analyser les CV. Il y a un énorme travail à faire pour ne pas se laisser tiré par uniquement l'école, le milieu éducatif. Enfin, encore une fois, on a cette tendance naturelle à s'entourer de gens qui nous ressemblent. Et donc, fatalement, dans un recrutement, ça joue également. Et puis, le biais de confirmation, c'est je suis persuadée d'une chose, et donc mon cerveau va chercher tout ce qui va lui donner raison. Et il va être capable d'éluder tous les aspects qui pourraient mettre en doute sa certitude et encore une fois, le mettre en stress et lui faire consommer de l'énergie. Donc c'est un jeu très puissant, ces biais cognitifs, parce que c'est encore une fois, c'est fabriqué pour nous protéger. C'est pas fabriqué pour nous desservir. Et il faut s'attaquer à son meilleur ami, qui est son cerveau, en lui disant: «Ralentis, est-ce qu'on a vraiment pris la bonne décision?» Et c'est véritablement difficile de se remettre en question. Et quand en plus on est tout un groupe à aller dans cette direction-là, le cerveau, il s'auto-rassure du fait que la personne à côté de vous a pris la même décision. Donc, il a fait son boulot. Il y a rien à en redire. Donc dans le recrutement et dans les parcours professionnels, c'est très difficile, si on ne se met pas à plusieurs dans la pièce, si on ne se confronte pas, si on ne met pas des critères rationnels, c'est très difficile de ne pas se laisser embarquer d'une manière ou d'une autre par nos biais. Alors les conséquences, par contre, elles peuvent être néfastes pour beaucoup de personnes, hein, puisque ça veut dire des profils écartés, ça veut dire des parcours qui peuvent être freinés dans l'évolution. Oui, on ne matche pas, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, et donc ça n'avance pas. Et ça peut provoquer des sentiments d'injustice. Alors aujourd'hui, là où on parle de RSE, de management participatif, collaboratif, d'évolution, de clarté, de vision sur tous les salaires et tout ça, ça peut créer des problématiques en fait finalement. Pour moi, c'est ça qui est essentiel. Comprendre les biais, c'est pas lutter contre les biais parce que de toute façon, c'est notre mode de fonctionnement, c'est la façon dont on est construit. En revanche, les comprendre et les connaître, c'est aussi mettre en place des moyens pour limiter leurs effets. Et concrètement, effectivement, il y a des moyens, pour, contrecarrer, je dirais la facilité et mettre en place des critères objectifs sur lesquels on va se positionner, non pas seul, mais avec 1, 2 ou 3 personnes et on va se challenger pour essayer de ne pas tomber dans les travers de nos biais. Mais oui, c'est essentiel aujourd'hui d'attaquer, non pas en se disant: «Je vais me débarrasser de mes biais», mais bien en se disant: «Qu'est-ce qui fait que ma décision aurait pu ou aurait dû être un peu plus mesurée?»
Alors, on a fait un focus sur les biais de similarité et les biais de confirmation, on vient d'en parler, mais on a été très très vite sur les biais d'autorité et biais de genre. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Encore une fois, on est toujours lié à la façon dont notre cerveau s'est construit. Le biais d'autorité, c'est directement hérité de notre gouvernance instinctive et de notre gouvernance grégaire. Je m'explique. Je veux d'abord survivre. Je me mets en groupe, homme de Néandertal, je me mets en groupe, je m'installe en groupe pour être protégé par le groupe. Donc, le cerveau à ce moment-là, pour pouvoir créer de la paix et de la tranquillité dans le groupe, le cerveau se fabrique en modèle. Il y a des chefs et il y a les autres. Et donc, le biais d'autorité, il est totalement hérité de cette époque où on avait besoin, pour se rassurer, pour assurer la survie du groupe, on avait besoin de paix sociale. Et on avait besoin, encore une fois, de s'entourer de gens qui, eux, avaient l'autorité. Et je dirais qu'on se soumettait d'une manière relativement naturelle à une forme d'autorité pour avoir, encore une fois, la tranquillité d'esprit de l'autre côté. Donc, ce biais d'autorité, c'est vraiment un héritage de ça. Et donc, il est à la fois porté par des individus qui ont un caractère un peu plus tranché que d'autres, et il est porté, encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, il est porté aussi par les gens qui sont naturellement, et encore une fois instinctivement, parce il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça, on parle vraiment d'instinct, qui sont instinctivement soumis à une forme d'autorité par tranquillité d'esprit et parce en fait, ils se conforment de manière totalement inconsciente à une logique qui les dépasse, qui nous dépasse tous. Et donc, Alors, ça, c'est. Pardon. Pardon, non, mais du coup, il y a une question qui me vient. Quand on est parachuté, je vais le dire comme ça, à un poste d'autorité, par exemple, j'étais à un poste et on me dit demain tu vas être manager, tu vas être chef, tu vas être cadre, tu vas être responsable, tu vas être voilà, sans avoir pour autant été formé ou accompagné dans cette logique-là. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est pas compliqué pour cette personne-là et y compris pour les autres d'un seul coup d'avoir une autorité qui n'est pas la référence? Je dirais que tu vas te retrouver finalement dans une double distinction parce que tu portes aussi, toi, ta vision de l'autorité et ta vision de ce que tu apportes dans cette autorité. Donc tu vas avoir un double effet en fait sur ce biais d'autorité, c'est-à-dire c'est quoi ce qui est l'autorité tolérée dans l'organisation dans laquelle tu te trouves, tolérée ou acceptée, voire voulue, on va dire. Moi, j'ai travaillé dans une usine Renault il y a quelques années. L'autorité dans une usine, dans le secteur industriel, en l'occurrence chez Renault, n'avait absolument rien à voir avec l'autorité dans le tertiaire chez Renault. Les attendus n'étaient pas les mêmes. On n'est pas du tout sur. Donc, quelque part, le chef dans une usine, il a un devoir de sécurité hyper fort sur ses collaborateurs, qui n'est pas obligatoirement le cas dans le tertiaire. Donc, on a aussi une interprétation de l'autorité et de sa propre autorité qui va correspondre aussi à son environnement et à ses habitudes précédentes. On le voit, hein, et ça déstabilise parfois les équipes. Moi, je l'ai vu. J'ai une autorité, j'ai un management très transverse et très transversal, qui est absolument pas hiérarchique. Ça a perturbé mes collaborateurs dans cette usine, en l'occurrence, que j'arrive sans exiger d'eux ce que leur chef d'avant exigeait d'eux sans aucune contrepartie et sans aucune explication. Donc, ça peut aussi perturber les gens dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment un sujet passionnant. Si j'entends bien, le poste ne fait pas l'autorité. Pour moi, non. Et c'est aussi pour ça que je me suis formée au biais cognitif, parce que j'avais besoin de le comprendre d'un point de vue neurosciences et sciences comportementales. Et je trouve que c'est ça ça m'a éclairée, et ça a aussi éclairé à la fois la façon dont je manageais et la façon dont j'avais envie d'être managée. Et où j'accordais aussi une compréhension plus importante à la façon dont j'étais managée. C'est-à-dire que je me suis mis moins de pression sur, encore une fois, le besoin de comprendre ou de chercher du sens là où parfois, malheureusement, il n'y en a pas.
Oui, c'est ça. Parfois, il n'y en a pas. Et voilà. Donc, le biais d'autorité, effectivement, le statut vraiment a du sens, mais pas que. C'est aussi le positionnement naturel en fait, de la personne. Et ce qui fait écho avec les biais de genre aussi, hein, pour le Les coup. biais de genre, c'est ni plus ni moins qu'un biais de similarité associé au genre. Finalement, c'est l'habitude de rechercher l'image qu'on connaît. Et il se trouve qu'en entreprise, il y a ce côté homme-femme qui est très marqué, puisque les femmes travaillent certes depuis maintenant 100 ans, mais c'est relativement récent même quand même dans l'histoire de l'entreprise. Et donc finalement, le biais de genre, je veux dire, c'est ni plus ni moins qu'un biais de similarité, mais associé à une catégorie genre. Donc, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que j'ai l'habitude ou est-ce que je veux travailler avec la personne avec laquelle j'ai toujours eu l'habitude de travailler? Oui, et ça peut créer des difficultés aussi de fonctionnement quand finalement c'est l'entreprise qui choisit les collaborateurs et pas moi-même. Et là, on rentre vraiment dans ces biais ou avec des problématiques qui peuvent être très, 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 très fortes. Alors, Tout à fait. ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié ça et qu'on a une capacité de voir et de comprendre ces biais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, et puis en tout cas pas au même degré, en tout cas même s'ils sont tous présents, comment on reprend le pouvoir face à ces biais-là? Comment on peut faire pour que finalement ça devienne une force, je mets entre guillemets, plutôt que de le subir? Moi, j'avais fait un exercice qui m'avait vraiment plu. J'avais essayé, alors je travaille pas mal avec de l'IA, j'avais essayé un peu de challenger avec ChatGPT des offres d'emploi ou voir mon CV, en essayant de le faire travailler un peu sur les biais qu'on pouvait retrouver, à la fois dans les offres ou voire même dans mon propre CV. C'est ce qui est Pardon, très je vais juste faire une parenthèse parce que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, c'est que souvent il y a des biais qui sont induits aussi dans les écrits, dans un CV, dans une offre de poste, il y a les biais sont induits en fait, et on s'en rend pas compte. Et des fois on se dit, bah ça c'est pas fait pour moi, alors que pourquoi pas, juste parce qu'on a identifié des biais qui nous correspondent pas. Et c'est extrêmement intéressant. Pardon, je voulais pas te Non, couper. mais tu as raison, mais c'est le fondement. C'est-à-dire que, encore une fois, le principe du biais, c'est d'aller trop vite et de faire un raccourci. Je lis une offre d'emploi, qui, est uniquement, pour un poste de directeur, de l'informatique, par exemple. Je suis une femme, heu, mon cerveau peut avoir, pris la décision d'un commun accord avec lui-même que c'était pas fait pour elle, puisque c'est un nom masculin. Ça peut être aussi idiot que ça. C'est-à-dire que, on est vraiment sur quelque chose où le fondement, c'est le raccourci. Donc le raccourci, c'est: aujourd'hui, je suis fatiguée, je lis en diagonale une offre d'emploi, qui va mettre, l'emphase, sur, des compétences que je n'ai pas, uniquement un genre masculin, et ben, je me dis que c'est pas pour moi, je passe mon chemin et je vais faire autre chose. Donc c'est là où pour moi, c'est essentiel d'apprendre à comprendre que, ben, des biais, il y en a partout, effectivement, à l'écrit comme à l'oral, que ce mode automatique, il est aussi généralisé, et donc il peut jouer, contre soi, mais il peut aussi jouer pour soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me mets en recherche un peu pour, comment dire? Désactiver les biais de l'autre, où je vais mettre un peu plus de temps pour préparer, un entretien, une réunion ou, je vais mettre en place quelques règles où je sais que ça va obliger, l les personnes en présence à passer du mode automatique au mode, dynamique ou adaptatif. Bah, là, je vais me donner des chances, de pouvoir convaincre parce que pendant quelques instants au moins, les gens vont vraiment m'écouter. Et moi, je vais être capable de dire vraiment ce que j'ai envie de dire et pas ce que, mon cerveau a envie de dire. Est-ce que Je ça ne peut pas Oui. provoquer l'inverse? Je pense à un jury, par exemple, ou à un entretien d'embauche, où finalement on va percuter un petit peu, on nous écoute, et on ne va pas dans le sens qu'ils attendaient ou de ce qu'ils voulaient, et du coup, ça crée un blocage.
C'est qui tout double. Je suis d'accord avec toi. C'est qui tout double. Moi, j'aime à penser que j'ai envie que les gens se souviennent de moi. C'est aussi un moyen pour que les gens se souviennent de toi. Donc, je suis. C'est vrai. mais effectivement, après, c'est jouer. Donc, soit on décide de se fondre oui, dans le cadre, soit on décide effectivement moi, j'ai toujours été un peu joueuse, encore une fois, je préfère ça, mais encore une fois, j'aurais pris possession de mon moment. Pour moi, finalement, apprendre à identifier les biais et apprendre à savoir qu'ils existent, c'est savoir quand on a envie de prendre possession de son moment. Quand on a envie d'avoir sa chance, de pouvoir partager un message, mais pour autant, en ayant aussi la certitude que l'autre en face, il a ses propres préoccupations, il a ses propres problèmes, hem et de fait, c'est pas parce que tu as réussi à lui dire ce que tu avais envie de lui dire que malheureusement tu as réussi à lui faire entendre ce que tu avais envie qu'il entende. Donc il faut aussi y aller avec moi ça m'a permis aussi de dédramatiser, quand j'arrive pas à passer mon message et de prendre du recul en permanence et de dormir la nuit, un vrai bonheur. Oui, ça c'est extrêmement important. Alors, je t'ai coupé tout à l'heure, tu parlais de l'exemple avec l'IA où tu avais interrogé l'IA avec les biais, Mmh. et après, parce que je t'ai coupé en fait, pardon. Bah, après j'ai essayé de retravailler pour le coup mon pitch, enfin la façon dont j'allais me présenter, la façon dont j'avais envie de me présenter justement en essayant moi, de travailler contre mes propres biais. Contre ma tendance à dire, «J'ai eu de la chance». Moi je suis une femme, il y a bientôt 50 ans, quand je me présente, j'ai eu de la chance de faire, mais en fait j'ai jamais eu la chance. J'ai fait plein de choses, mais on Mmh. la derrière un syndrome de l'imposteur, derrière on a tout le temps en train de dire que c'est pas on a voilà, moi j'ai eu de la chance. Je me suis toujours présentée en me disant: «J'ai eu de la chance». Heu, j'ai appris sans avoir l'air arrogante à ne plus expliquer que j'avais eu de la chance. Mais bien que j'avais fait des choix et que, ces choix m'avaient permis de faire ci, ça et ça. Et ces choix, ils sont induits par nos biais ou c'est mes biais qui m'ont impulsé ces choix? Enfin, je sais pas. Justement, c'est, comment je reprends la main sur mes propres choix et je pense que mes biais ont choisi longtemps pour moi. Ouais. J'ai pris des postes je veux dire très risqués parce qu'on m'avait fait un compliment et que j'avais l'impression que c'était un compliment sur moi. En fait, c'était ce qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est de l'astrologie. C'est un compliment qui s'adapte à tout le monde, mais quand votre cerveau a envie de l'entendre pour lui, il le prend pour lui et c'est merveilleux. Donc j'ai pris des postes, qui étaient sans doute très, très risqués parce que quelqu'un m'a dit, «C'est fait pour toi». Mais je pense qu'il aurait dit à mon voisin que c'était fait pour lui, il y allait aussi. C'est Donc ça. donc en fait, ça permet encore une fois de revoir a posteriori, la plupart du temps ça reste a posteriori et de se dire: «Comment je le ferai mieux la prochaine fois?» et progressivement on s'entraîne à sortir du mode automatique dans lequel on est d'abord à 90 puis à 85 puis à 80. Au-delà des 80 il y a plus personne. Tout le monde travaille à 80 en mode automatique, sinon c'est beaucoup trop épuisant, pour tout. Et est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers quand même cette situation-là? Je m'explique. Je comprends les biais de mon interlocuteur. Du coup, j'arrive à le flatter comme il faut et je l'emmène où je veux, en fait. C'est les fondements du marketing. Ouais. C'est les fondements du marketing, c'est les fondements du capitalisme, je veux te dire. Après, encore une fois, oui, il y aura toujours des gens pour l'utiliser à mauvais escient. La question maintenant, c'est comment vous l'utilisez pour vous, à des moments où c'est important pour vous. Mais oui, derrière les biais, c'est les fondements du marché, de l'économie de marché. Alors, ça nous amène finalement à notre conclusion, puisqu'on a des choses à retenir là-dessus. Finalement, les biais cognitifs, si on a bien tout cerné, c'est naturel, c'est universel, c'est pas neutre. Voilà. Et finalement, quand on apprend à les comprendre, ça nous donne plus de lucidité, plus d'équité aussi, parce que du coup, on peut faire des choix et on peut aller vers des directions vers lesquelles on ne serait pas allé. Et ça nous aide à prendre de meilleures décisions. Et pour reprendre le contre-pied de ma question de tout à l'heure, finalement, quand on connaît bien ses biais, c'est aussi faire des choix éclairés et ne pas se faire manipuler.
j'ai envie de dire. C'est l'inverse. Exactement. Donc, Exactement. quand je connais les biais de l'autre, je peux le manipuler, mais si lui les connaît bien, il sait qu'on essaye de le manipuler et ça va bien se passer. Grosso modo. Exactement. C'est toute l'intelligence qu'on arrive à en tirer et encore une fois, l'intelligence, la conscience et puis un sentiment de sérénité par rapport au contexte. Et ça aide à dormir, je vous assure, c'est vrai. C'est-à-dire qu'après, on passe des nuits sereines. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée, peu importe l'urgence du lendemain, on se dit, bon, de toute façon, je suis en phase avec moi-même, c'est déjà pas mal. C'est ça. C'est déjà pas mal. Alors, en tout cas, tu peux avancer, s'il te plaît, Marie. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, parce que je voulais mettre ce slide-là avec les choses importantes à retenir de ce webinaire. Le fait que ça ne disparaisse pas, que ça permet de prendre du recul, de décider plus lucidement, d'avoir un environnement plus équitable, d'être plus serein aussi, on le disait, hein, vraiment, de passer des nuits sereines, et pas que, des relations familiales, intrafamiliales beaucoup plus sereines, de pouvoir se consacrer à autre chose et libérer son cerveau pour d'autres choses aussi. Ça, c'est extrêmement important. D'où la question, et si mon cerveau me jouait des tours, posez-vous cette question-là. Peut-être que vous passez à côté de décisions ou de moments calmes pour vous qui permettraient d'aller de là-dedans. Merci vraiment beaucoup, Sophie, pour cet éclairage. Merci, Blandine et Marie, d'avoir été avec nous. Juste sur le slide d'avant, vous retrouvez nos prestations avec le bilan, la VAE, le outplacement, l'orientation scolaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins là-dessus. N'hésitez pas à nous contacter également ou contacter Sophie. Vous avez ça dans le chat si vous souhaitez aller plus loin sur la question des biais cognitifs. Et si vous nous contactez et que vous voulez être en relation, bien sûr, vous mettre en relation, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Merci vraiment beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de ton intervention, Sophie. Merci, Blandine. Merci, Marie. Et puis à très vite pour notre prochain webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir.